Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir aux internautes et bonsoir aux auditeurs qui nous suivent depuis la radio Tchad Info FM. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Nous parlons aujourd'hui de l'administration du territoire dans notre pays, préfet, sous-préfet et gouverneur, désormais appelés délégués généraux du gouvernement auprès des provinces sont les visages de l'État qui sont en contact direct avec les citoyens. Ils sont censés garantir l'ordre public, assurer la paix sociale, la gestion des collectivités territoriales. Mais une question se pose, qui doit administrer, qui est censé administrer nos territoires? Faut-il privilégier des profils formés à l'école nationale d'administration ENA, spécialistes de la gestion publique, ou faire appel à des profils d'autorité venus d'autres corps, notamment militaires? Quels sont les impacts des choix sur la gouvernance locale, la cohésion sociale et le développement de nos provinces? Nous en parlons ce soir avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau, que nous avons l'honneur de recevoir. Nous recevons Ali Sougour Diko. Vous êtes directeur général de l'administration du territoire. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour plutôt Yacine, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir, Monsieur Ali Sougour Diko. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Beralmbaye Kobo, député. Bonsoir et merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci de votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'accepter de venir et d'analyser ce sujet, cette thématique avec nous. Rapidement, comme je l'ai dit, Monsieur Ali Sougour Diko, nous allons parler ce soir de l'administration du territoire. Mais très rapidement, qu'est-ce qu'un administrateur territorial? Quel est son travail? Quel est son rôle dans une province? Merci beaucoup. Logiquement, un administrateur, c'est un fonctionnaire de l'État qui est formé dans une école. Très généralement, c'est dans l'école nationale d'administration, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Donc, c'est un cadre qui est nommé à la tête d'une unité administrative, à l'effet de veiller à l'ordre public, à la sécurité et au développement local. Quelles sont les qualités essentielles? Moi, je pourrais être un bon préfet, un bon sous-préfet ou bien un bon gouverneur. Je vais me limiter à ça. Pour vous, quelles sont les qualités qu'il faut pour bien assurer cette mission? Par exemple, il faut d'abord être formé. Deuxièmement, être quelqu'un qui connaît un peu asseoir l'autorité de l'État. Veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Et quelqu'un qui doit servir la République et contribuer au développement, en tout cas, de cette circonscription qui lui a été confiée. Très bien, merci pour vos réponses. On va donner aussi la parole très rapidement au député Beralmbaye Kobo. Quelle est votre conception de l'administrateur territorial pour vous? Quel est son rôle? Quelles doivent être les meilleures qualités, les bonnes qualités qu'il lui faut pour pouvoir mener à bien sa mission? Vous savez, un État, c'est une entité structurelle. C'est une entité structurelle. Donc, on part de la tête de l'État jusqu'à des niveaux beaucoup plus raffinés, des niveaux capillaires. Donc, on a le président de la République qui est le premier responsable de l'État. Et cette responsabilité se représente progressivement au fur et à mesure que l'on avance dans des niveaux de moindre degré jusqu'à l'intérieur de l'État. C'est comme ça qu'après le président de la République, vous avez des gouverneurs, ensuite vous avez des préfets, vous avez des sous-préfets. Ça dépend de la structure de l'État. Chez nous, aujourd'hui, c'est jusqu'au sous-préfet. Ensuite, on a des communes à l'intérieur. Donc, c'est au niveau des maires, etc. Donc, les administrateurs territoriaux ne sont rien d'autre que des représentants du tout premier responsable de la République au niveau des entités territoriales qui leur sont confiées, qu'il s'agisse de la sous-préfecture, de la préfecture ou même des ambassades lorsqu'il s'agit de la diaspora. Donc ces personnes sont censées avoir la qualification nécessaire pour pouvoir administrer les sous-entités, pour ainsi dire, les sous-entités qui leur sont confiées au même titre que le président de la République a l'obligation et la responsabilité d'administrer l'ensemble de notre État.
Très bien, merci pour cette analyse. Si on parle des administrateurs territoriaux, on va rester un peu dans la généralité, on risque d'aller très loin. On va parler peut-être au niveau des provinces, on va se limiter juste au niveau des provinces. On va parler des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, si vous voulez, on va se limiter à ces catégories. Très rapidement, pour vous aujourd'hui, en tant que directeur général de l'administration du territoire, quels sont les défis dont font face ces administrateurs? Merci bien. Je crois que l'administration du territoire aujourd'hui au Tchad, de manière générale, se porte relativement bien, malgré les défis. Et ça ne manque pas. Au niveau de toutes nos structures, il y a des défis. Au niveau de l'administration du territoire, je dirais qu'il y a un défi majeur au niveau logistique. Donc les moyens, il faut nommer les gens, mais il faut aussi leur accompagner des moyens. Donc à ce niveau, on a ces défis. On a aussi un défi des ressources humaines. Aujourd'hui, il est vrai qu'au Tchad, on parle généralement pourquoi, par exemple, l'État n'essaye pas de déployer des énarques ou bien telle autre catégorie. En réalité, si on essaye de nous évaluer de manière générale, on a un problème réel des ressources humaines. Donc l'autre défi que je pourrais peut-être ajouter, c'est un défi beaucoup plus organisationnel aussi. Puisque nous sommes un État qui est en cours de constitution, je peux le dire, depuis 1960 jusqu'à nos jours. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore couvert tous les territoires. L'État est effectivement présent, mais jusqu'à là, on n'a pas pu effectivement déployer en tout cas les services déconcentrés de l'État sur l'ensemble du territoire. Et à ce niveau, je crois que les dernières réformes étaient des correctifs. Et là, l'autre défi, il est maintenant question de procéder vraiment à des nominations, à toutes ces structures nouvellement créées pour essayer vraiment de couvrir l'ensemble du territoire et rapprocher ainsi l'administration des administrés. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, quand vous parlez de l'administrateur, vous avez dit ils doivent être formés à l'ENA, vous l'avez dit, et tout de suite vous soulevez un problème de ressources humaines. Pour vous, est-ce que vous pensez que les énarques qui sont formés à l'École nationale d'administration ne sont pas assez nombreux pour assumer ces responsabilités, ce que vous voulez dire? Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, les énarques ne peuvent pas couvrir, les énarques qui existent ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire, ça c'est une évidence. Deuxièmement, il y a un problème de conditions aussi de travail. Ça, je crois que l'État est en train de mettre les moyens nécessaires à l'effet, en tout cas, d'améliorer la situation. Aujourd'hui, le problème des énarques, on ne peut pas responsabiliser, par exemple, un énarque là où il devrait servir, logiquement, s'il se sent que les conditions ne sont pas suffisamment réunies. Il serait extrêmement difficile. C'est à ce niveau qu'on est en train de travailler. Il y a aussi, dans certaines circonscriptions administratives, il y a des défis réels sécuritaires. Donc à ce niveau aussi, il faut absolument recourir à d'autres fonctionnaires qui peuvent vraiment relever les défis. Est-ce que c'est ce qui explique la nomination des militaires à la tête des provinces en lieu et place des diplômés civils formés à l'ENA? Aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau des provinces, par exemple, la majorité, c'est des militaires. Et très souvent, c'est pour des défis sécuritaires. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nous sommes un État qui est entouré presque par tous ces États dont l'insécurité, en tout cas, est ambiante. Et aussi, la question aujourd'hui de la circulation des armes, c'est vraiment une question d'actualité. Et la plupart de nos frontières font aussi face aux frontières, en tout cas, de ces pays-là. C'est ce qui justifie aujourd'hui que la plupart, en tout cas, de ces délégués généraux sont des militaires, à l'effet, en tout cas, de relever ces défis-là. Mais si l'objectif c'est la sécurité, si l'objectif est la sécurité, pourquoi ne pas affecter les militaires uniquement à la sécurité de la région plutôt que de les mettre à la tête des provinces? Vous pensez qu'à la tête, ils dirigent mieux que s'ils sont dans les détachements sécuritaires de la province? Récemment, je prends simplement l'exemple en récent, dans 3 ou 4 provinces. Aujourd'hui, toute la population crie que voilà, on a un problème d'insécurité réel et tout ça. Malgré les moyens limités aujourd'hui, les militaires, de par leur efficacité, de par leur disponibilité, pourraient parfois relever ces défis-là. Et il est aussi en perspective, en tout cas, de responsabiliser en tout cas les énarques qui sont là. Donc là, je crois que des dispositions seront prises à l'effet progressivement, en tout cas de faire appel aux civils qui sont là. Le directeur général de l'administration du territoire évoque une question manque de ressources humaines, ce qui explique la nomination des autorités militaires à la tête des provinces. Et il évoque aussi une question sécuritaire. Est-ce que vous partagez cet avis, député Mbouya Maïkoubou?
Non, je ne partage absolument pas cet avis. Je ne le partage absolument pas. Parce que c'est un narratif qui est servi par l'État en permanence. Le Tchad est simplement un État qui est informel. Il est informel. On écrit les textes, on fait les discours, on fait des lois, et après on gouverne selon les émotions, selon les envies, parce que nous avons à la tête du pays des personnes qui considèrent le Tchad comme un butin de guerre. Un butin de guerre ou un gibier pris à la chasse. Et donc, on se partage les morceaux. Vous partez ensemble à la chasse, vous avez capturé une gazelle, une antilope ou un sanglier. Vous vous en partagez, vous prenez la cuisse, l'autre prend la tête, l'autre prend le foie, etc. Et donc, les personnes qui sont à la tête du pouvoir pensent que le Tchad est un énorme gâteau dont on se partage les parts. Donc, ces personnes qui sont envoyées dans les différentes provinces, on les considère comme des personnes devant avoir part au butin de guerre. Ils doivent gouverner une province, une préfecture, une sous-préfecture pour pouvoir se faire leur beurre. Ça s'arrête là. Parce que nous avons parlé de ce sujet récemment au dialogue national inclusif et souverain. Moi, j'y ai pris part. La question de l'administration territoriale a été une des questions principales que nous avons abordées. Et parmi les recommandations finales qui ont été formulées, il y avait la démilitarisation de l'administration territoriale. Cette recommandation-là, qui est la plus simple à respecter, n'a pas été respectée jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les administrateurs territoriaux ne sont pas utilisés? Monsieur le directeur de l'administration parlait tout à l'heure de problèmes de ressources humaines. Comme j'ai tendance à le dire, lorsque vous voulez faire du miel, commencez par élever des abeilles et ensuite on va en parler. En l'occurrence, nous élevons des mouches et nous attendons que vienne le miel. Ça n'est pas possible. Nous avons des personnes qui sont formées aux frais de l'État qui plus est, à l'École nationale d'administration, sans compter celles et ceux qui sont allés appréhender ces formations-là sous d'autres cieux. Parlons simplement de celles et ceux qui ont été formés ici chez nous. On les laisse sous des arbres, à la porte des bureaux, ici, à Djamena, et on préfère utiliser des militaires, et surtout des mauvais militaires d'ailleurs, même pas les bons, parce qu'il est des militaires qui, en plus de leur carrière de soldats, ont pris le soin d'apprendre l'administration, d'apprendre autre chose. Là, je ne suis absolument pas contre qu'on leur confie la gestion d'une entité administrative ou territoriale. Mais ça n'est pas le cas. On prend des militaires qui comprennent rien à rien, qui ne savent pas comment fonctionne l'État et qui partent gouverner pire que dans une caserne. Parce que même dans une caserne, il y a des règles. Dans ce pays, on a pris des sous-préfets qui sont à la tête de groupes de voleurs de bétail. On a connu dans ce pays des gouverneurs. Là, je vais carrément citer le nom parce que moi, ça ne m'inquiète pas. Vous avez un certain Charfadine qui était gouverneur quelque part à l'est du pays, qui s'est permis à l'époque du défunt maréchal Déby de contredire un décret de nomination du président de la République. Le président de la République désigne un préfet ou un sous-préfet, je ne sais plus exactement, et lui, il prend un acte, il s'en fout complètement, il enlève le décret, il nomme une autre personne à sa place. Ce même Charfadine, comme récompense, on l'enlève de son poste, on le déplace comme gouverneur au Logone oriental, il va contredire une décision de justice. Des personnes qui sont déclarées innocentes par la justice, lui, envoie des militaires tirer dans les roues de l'avocat de ses prévenus relâchés pour les récupérer et les ramener en prison. Celui-là, on lui donne toujours de la promotion, de la promotion, de la promotion. Donc, nous sommes dans un pays complètement informel où personne n'a l'intention de bien administrer le pays. On envoie des pillards, des gens indisciplinés, des barbares, des sauvages qui sont là. Ils considèrent chaque morceau de l'État comme étant leur morceau de gâteau pour en faire je ne sais quoi. Et personne, contrairement à ce que le directeur dit que l'État est en train de faire des efforts pour faire ceci, cela. Non, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Nous avons des administrateurs formés qui sont là. Il faut simplement les nommer. Ça ne coûte rien.
C'est de la même façon qu'on nomme des militaires analphabètes. Ça ou là, c'est la même façon. Il faut prendre un décret, nommer simplement les bonnes personnes. Et lorsqu'on parle de sécurité, mais pour faire la sécurité, vous devez être à votre place. Nous avons des compagnies de chaque structure sécuritaire, qu'il s'agisse de la garde nomade, qu'il s'agisse de la gendarmerie, qu'il s'agisse de l'armée nationale, de la police, etc. Qu'on nomme ces personnes-là à ces postes et avec à leur tête un bon administrateur, ils vont faire le travail. On n'a pas besoin de les embourgeoiser et de les mettre comme gouverneurs dans des bureaux où ils ne foutent rien d'ailleurs, rien d'autre que le bordel. Ils foutent que le bordel dans notre pays. Ils font rien. Ils ne font absolument rien parce qu'ils ne savent même pas comment fonctionne un État. Merci. Ils ne savent même pas comment fonctionne un État. Ce sont des personnes. Et aujourd'hui, j'en profite pour dire, aujourd'hui, on insulte nos compatriotes arabophones parce qu'on prend un analphabète, on le met à la tête d'une entité administrative et on dit non, c'est un arabophone. Non, il n'est même pas arabophone. Il parle mal, même notre propre arabe ici. Il n'écrit rien, il ne lit rien. Il ne connaît absolument pas ce que c'est qu'un État. Il gouverne comme ça. Il fait ce qui lui vient à la tête par son émotion, par ses envies. On va laisser le directeur général réagir rapidement. Allez-y. Je crois que Béral fait toujours le libéral. Hein. Il faut respecter le point de vue. Mais je voudrais revenir, je crois, sur un certain nombre de points. Allez-y. Que vous venez de soulever. Je partage en partie votre constat, votre analyse. Et nous sommes dans un contexte de réforme du processus. Parlons du présent. Vous avez cité un certain nombre de personnes. Je crois que ça ne serait pas vraiment élégant de revenir sur ces cas. Mais ce qui est important, c'est de parler d'aujourd'hui et de ce qu'on pourrait faire demain. C'est ça qui est important. C'est ainsi qu'on pourrait vraiment améliorer les choses. Maintenant, vous avez dit que le Tchad est un État informel. Je crois que c'est un peu exagéré quand même. Nous sommes une république organisée, on a un gouvernement, on a une assemblée nationale d'où vous êtes ici. Vous avez récemment été élu. Si nous étions informel, on n'allait pas se retrouver. Moi, en tant que DG, vous, en tant que député, on n'allait pas parler. Nous sommes quand même une république bien organisée. Il y a des instances, on les respecte. Il y a vraiment des manquements, on pourrait les améliorer au fur et à mesure. Maintenant, pour ce qui est des gouverneurs aujourd'hui, par exemple, la plupart, c'est une réalité, des militaires, il faut reconnaître que ceux qui sont à la tête aujourd'hui de nos provinces ne sont pas des analphabètes. Peut-être qu'ils pourraient suggérer à ce que progressivement on essaye par exemple de changer cette donne. Mais dans nos textes, rien ne dit qu'on ne pourrait pas nommer un militaire après tout. J'allais vous poser la question, c'est anticonstitutionnel la nomination. C'est un fonctionnaire. La nomination, c'est la discrétion du chef de l'État. Il serait idéal. Mais si on a mieux, il serait idéal. Pourquoi prendre le pire quand on a le mieux, quand on a le meilleur? Aujourd'hui, on a un administrateur, pourquoi on prend un militaire? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez citer un seul délégué général de province qui est là, vous pouvez le dire qu'il est dans la fête, il ne connaît rien. Vous pouvez citer un seul? On n'est pas qu'au niveau des gouverneurs, on va juste au niveau de la sous-préfecture. On a parlé de province, de préfecture et de sous-préfecture. Aujourd'hui, monsieur le directeur, je peux vous citer des sous-préfets qui ne savent même pas écrire leur propre nom. Je vais revenir sur ces dons. Parlons d'abord de la province. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer un seul délégué général de gouverneur que vous les qualifierez comme analphabète. Il n'y en a pas. Oui, mais je peux vous citer 10 sous-préfets. Ça n'existe pas. Je peux vous citer 10 sous-préfets. Je peux vous citer 10 sous-préfets qui ne savent même pas écrire leur nom. En ce qui concerne au niveau préfectoral et sous-préfectoral, il est bien évident que par le passé, on a nommé des profils non adaptés. Et aujourd'hui? Mais depuis le retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que vous avez vu qu'il y a une nomination générale? C'est pourquoi on est en train de travailler au niveau du ministère pour que, en tout cas, cette situation soit corrigée. C'est une situation qui a été héritée. Maintenant, on est en train vraiment d'examiner les choses à l'effet qu'en tout cas, les nominations soient faites et notamment les énarques qui sont à la disposition du ministère et les autres qui seront disponibles seront vraiment nommés. Ils sont tous ça, je crois qu'il est important. Mais lorsque vous utilisez, ça c'est votre point de vue, je crois, vous utilisez un peu le terme excessif et tout ça, je crois que ça ne pourrait pas, de mon point de vue, convenir. Nous sommes conscients qu'au niveau des sous-préfectures, au niveau du département, il y a des profils non adaptés. Et je crois, lorsqu'il y aura, par exemple, un changement global, à ce niveau, je crois qu'on pourrait revenir ensemble et l'évaluer. Alors, vous parlez de tout à l'heure. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est un choix
le fait de nommer les militaires à la place des énarques, est-ce que c'est une question de compétence ou bien certaines personnes parlent plutôt d'une mainmise de l'État sur les provinces, un contrôle politique de l'administration de l'État? Ça, c'est une première question. Après, le député l'a évoqué, la question de la démilitarisation de l'administration territoriale, ça fait partie des résolutions du dialogue national inclusif souverain. Pourquoi ça n'entre pas toujours en vigueur? Moi, très honnêtement, je crois que le fait de dire que notre administration est fortement démilitarisée, même je crois que c'est un jugement généraliste. Très honnêtement. Aujourd'hui, au niveau des provinces, nous reconnaissons que la plupart est militaire. Mais pour ce qui est des sous-préfets et des préfets, personne n'a fait des statistiques pour dire que l'administration est démilitarisée. C'est un terme qui est simplement utilisé comme ça et les gens essaient de le prendre pour le dire. Il est vrai que des énarques ne sont pas, comme je l'avais dit, la plupart utilisés. Ça, je crois que c'est un constat qui est partagé par tout le monde. Et il y a aussi au niveau du commandement territorial des profils inadaptés, comme je l'avais souligné, mais jamais dire que l'administration du territoire est démilitarisée. Personne ne peut donner des statistiques pour avancer ces estimations-là. Personne, même le député qui est devant moi, ne peut pas donner des statistiques. Rien ne faire de statistiques. Non, attendez, qui pourrait nous amener pour dire que l'administration du territoire est fortement démilitarisée. Monsieur le directeur, pour environ 300 sous-préfectures ou préfectures, on n'a pas besoin de faire des statistiques. Mais donnez un chiffre. On n'a pas besoin de statistiques. Je serais d'accord lorsque vous dites la plupart de nos sous-préfets, leur manière de servir n'est pas compatible avec un certain nombre de visions. Là, je serais d'accord avec vous. Donc vous n'avez pas besoin de statistiques à ce moment-là. Lorsque vous dites, ça c'est un sentiment, celui qui est administré pourrait le faire. C'est un constat. Mais lorsque vous dites l'administration est démilitarisée, ce qui veut dire militarisé. Totalement. Ce qui veut dire que vous avez des statistiques pour dire que c'est le cas. Non. Nous, les statistiques, j'ai juste besoin de savoir qu'il y a des administrateurs. Vous-même, vous dites qu'on a des problèmes de ressources humaines et on a des énarques qui sont au chômage. Est-ce que c'est normal? Moi, je crois que dans un pays comme le Tchad, où on a un problème de ressources humaines, on a des énarques qui ne sont pas utilisés. Comment vous comprenez ça? Je vous rappelle que je suis sorti de cette école, je suis formé à l'ENA. Oui. Vous avez combien de collègues au ministère? Et le fait de dire que vous avez combien de collègues au ministère? Les énarques sont en chômage, moi, de mon point de vue, est un abus. Il faut peut-être dire que les énarques ne sont pas utilisés en bon escient. Oui, c'est ça le chômage. Oui, c'est pas le chômage. Quand vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous êtes en chômage. Aujourd'hui, un médecin qui est utilisé, un médecin qui est clandomane, il travaille quand même, mais il est au chômage, puisqu'il n'est pas médecin. Un bon médecin ne peut pas chômer. Tout comme un bon administrateur. Alors tous les médecins qui sont au chômage sont mauvais. Comment ça se passe? Les énarques aujourd'hui nommés sont à la disposition des institutions. Par exemple, au niveau du ministère, les énarques sont à la disposition du ministère. Les énarques ne sont pas utilisés en bonne escient, c'est un constat. Et les énarques disponibles sont recensés. Quand vous n'êtes pas aujourd'hui, ceux qui sont là, quand vous n'êtes pas utilisé à votre poste, vous êtes en chômage. Sont au niveau des services et les prochaines nominations pourront nous dire davantage si réellement les énarques ne sont pas encore utilisés au niveau du ministère. Aujourd'hui, est-ce que, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'un général qui est formé pour la guerre peut comprendre les subtilités d'une gestion administrative sociale des provinces? Dans ce premier temps, je peux dire oui. Je peux dire oui. Si un général il est bien formé, il pourrait comprendre comment fonctionne comme administratif. Mais par rapport au développement que nous voulons, il faut privilégier peut-être des administrateurs. Et aujourd'hui, notre problème, le premier problème aujourd'hui, le premier défi, c'est un défi sécuritaire. Ça, je crois que personne aujourd'hui autour de nous ne peut le contredire. Il y a aussi au sein des énarques généralement, ils passent sous drapeau, ils comprennent tout ça. Peut-être il faut envisager pour que, en tout cas, les énarques soient utilisés en bon escient. Et ça, je crois, comme je l'ai déjà répété, c'est en perspective. Si des changements d'ordre général sortent au niveau des départements, au niveau des sous-préfectures, vous ne pourrez pas trouver, en tout cas, des énarques à ce niveau. On pourrait peut-être revenir pour davantage polémique. Est-ce que la gouvernance militarisée est un enjeu pour la cohésion sociale, pour vous? Non. Est-ce que la gouvernance des militaires à la tête des provinces est un danger pour la cohésion sociale? Moi tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que le fait, on a 489 sous-préfectures, on a 124 départements, on a 23 provinces. Si aujourd'hui, à la tête de 23 provinces,
un certain nombre de pourcentages sont des militaires, cela veut dire absolument que c'est une gouvernance militarisée? Je ne pense pas. Je ne pense pas. L'administration, c'est une chaîne. Aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre, tout ce qui va avec, les membres du gouvernement et tout ça, ne sont pas tous des militaires pour dire que nous sommes dans un système, par exemple, militarisé. Le député Béral, quel est selon vous les dangers de cette gouvernance militarisée sur la cohésion sociale? Les dangers de cette gouvernance militarisée, d'abord, premièrement, je pense que si on réfléchit correctement dans un État, dans chaque secteur, on est censé prendre le meilleur. Donc, si, par exemple, à l'aube des indépendances du Tchad, dans les années 60, lorsque nous avons acquis notre indépendance, on n'avait pas encore beaucoup de personnes qualifiées. On a fait recours à des personnes qui avaient à peine terminé le collège ou le lycée, et en plus c'était de très très bons collèges à l'époque, ce ne sont pas les brouillons comme on le constate aujourd'hui. On a fait recours à ces personnes-là pour administrer le territoire, pour les utiliser à différents postes. On peut le comprendre. Mais vous arrivez à plusieurs dizaines d'années plus tard, plusieurs décennies plus tard, où on a des administrateurs formés, on a des énarques. Le problème, il est là. C'est que lorsque vous avez le meilleur, pourquoi vous utilisez le pire? Ce n'est pas normal. Ça laisse simplement comprendre qu'il n'y a aucune intention de bien faire les choses. Il n'y a aucune intention de bien faire les choses. Parce que la question... D'abord, le fait de dire que le défi sécuritaire est le problème de toutes les provinces, c'est un postulat qui est faux. C'est absolument faux. On n'a pas de problème de sécurité partout. Nous savons qu'il y a quelques provinces qui font frontière avec des pays en difficulté. Et même là, mais on a des pays entiers qui sont gouvernés par des civils et qui ont une bonne armée. Lorsque vous prenez les armées les plus puissantes au monde aujourd'hui, appartiennent à des pays gouvernés par des civils. Donc c'est un raisonnement, c'est un paradigme complètement foireux, bancal, que de dire qu'au nom de la sécurité, il faut planter des militaires partout. Surtout que nous savons que nous avons de faux militaires. Nous avons des militaires qui sont abrutis, qui ne connaissent rien. À part tuer, ils ne savent rien. Ils ne savent rien faire. Et ces personnes, au nom de la sécurité, au nom de l'insécurité, que eux-mêmes sèment d'ailleurs, ils sèment l'insécurité. Parce que si les militaires étaient une solution au problème de sécurité, depuis 30 ans, au minimum 30 ans que nous utilisons des militaires à la tête de nos unités administratives, territoriales, on n'aurait plus parlé des conflits intercommunautaires, intracommunautaires, des exactions, des braquages, de l'insécurité en permanence. Donc il faut comprendre que la recette est inopérante. Et si la recette est inopérante, il faut avoir la moindre intelligence de la changer. Il faut avoir la moindre intelligence de la changer. Est-ce que parce qu'un énarque serait à la tête d'une province, d'une préfecture ou d'une sous-préfecture, est-ce que cela empêche que le commandant de telle compagnie militaire, de la gendarmerie, de la police, etc., soit quelqu'un du corps et qui fasse le travail sous l'administration et la direction de l'énarque? Vous dites les choses sont en train d'être faites, les choses sont en train d'être faites. Franchement, pour nommer des administrateurs formés à la tête d'environ 400 sous-préfectures, 100 et quelques préfectures, 23 provinces. Est-ce qu'on a besoin d'une éternité pour le faire? On n'a pas besoin d'une éternité pour le faire. C'est une chose qui peut se faire en 24 heures. Tout de suite, vous prenez des personnes, on connaît les énarques. Vous êtes dans l'administration, vous les connaissez. Vous savez ceux qui ne sont affectés à aucune tâche, qui sont là, vous les connaissez. Quand c'est des généraux à bombarder quelque part, vous trouvez en 5 minutes. Mais des administrateurs à nommer à la tête d'une province, vous cherchez pendant 10 ans, vous n'en trouvez pas. Alors qu'il y en a à profusion. Il y en a à profusion. Je vous dis que nous sommes dans un état informel. On est gouverné par des personnes qui n'ont aucune intention de bien faire. Aucune intention de bien faire. Parce que quelqu'un qui a le bon outil à la place, vous êtes d'accord avec moi que pour enfoncer un clou dans un bois, vous avez idéalement besoin d'un marteau. C'est seulement quand il n'y a pas de marteau, on peut utiliser une chaussure à talons, on peut utiliser un morceau de caillou pour enfoncer.
Mais là, vous avez des gens qui ont à côté d'eux un tas de marteaux, mais pour enfoncer le clou, ils préfèrent prendre un morceau de bois à côté. Un vieux bois en plus, qui enfonce difficilement le clou, et on laisse le tas de marteaux comme ça. C'est comme ça que vous fonctionnez. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand on a le meilleur, on utilise d'abord le meilleur, et c'est à défaut qu'on prend un outil de rechange. C'est comme ça que les personnes normales fonctionnent. Soyez rassurés, je crois, soyez rassurés, l'administration, c'est un processus. Les réformes, c'est un processus. Un processus éternel. Et qui pourrait s'inscrire dans la durée et qui pourrait ne pas se réaliser comme vous l'aurez souhaité. Je comprends vos analyses et votre sentiment, je pourrais comprendre. Mais l'État a ses réalités. L'État, parfois, vous êtes un député qui légifère, vous savez comment, en tout cas, les réformes pourraient en tout cas se suivre. Mais je voudrais vous rassurer qu'au niveau du ministère, on est d'abord en train de travailler pour mettre en place un corps des administrateurs du territoire. Ça, je crois que c'est très important pour prendre professionnel de l'administration du territoire. Il faut d'abord mettre en place un corps des administrateurs. Aujourd'hui, les agents sont affectés simplement à la disposition du ministère, mais il n'existe pas un corps pour dire qui doit être, par exemple, un chef des unités administratives. Pour vraiment professionnaliser les choses, pour le long terme, il faut d'abord commencer par ça. Si par exemple vous êtes un arc, vous êtes formé, si vous ne faites pas partie de ces corps naturellement, comme le corps de médecins qui existe, comme le corps des ingénieurs qui existe et tout ça, il faut d'abord créer ces corps. Et ces corps, je crois qu'il est en perspective. Et comme je l'avais dit, depuis presque 2 ans, il n'y a pas eu de nomination générale. Vous voyez? Et si demain, on est en train de travailler demain, si les nominations sortent et qu'un certain nombre d'énarques ne sont pas pris en compte, là, à ce niveau, vous pourrez peut-être revenir. Nous sommes actuellement dans un processus d'évaluation de toutes ces personnes. C'est l'ensemble du territoire, ça prendra le temps que ça prendra. Nous allons évaluer et je crois que le gouvernement procédera à des nominations en attendant que le corps ne soit mis en place. L'avantage du corps, c'est quoi? Même si, par exemple, le corps existe, aujourd'hui, les textes pourraient prévoir, même le président de la République, le pouvoir discrétionnaire, il pourrait nommer un certain nombre de personnes qui à hauteur de quelques pourcentages. Vous voyez, à hauteur par exemple de 5% sur les corps, par exemple, de l'administration territoire qui seront disponibles. À ce niveau, on pourrait encadrer. Mais lorsque M. Béral insiste en disant que voilà, les uns sont des analphabètes, les autres sont ceci, c'est ça, moi je crois que généralement c'est des préjugés et c'est très facile de faire ce genre de critiques. Ce ne sont pas des préjugés. Oui, ce ne sont pas des préjugés. Parfois, c'est des préjugés. Ce sont des réalités. Très souvent, c'est des préjugés. C'est des réalités du terrain. Par exemple, administrer l'administration territoire aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de N'Djamena, dans des bureaux climatisés que ça se fait. Au niveau du terrain aujourd'hui, si par exemple les autres pays ne se sont pas embrassés, malgré les conditions difficiles, au niveau du terrain, il y a des chefs d'unité administrative qui font leur travail. Aujourd'hui, tout le monde, par exemple, crie qu'il y a de l'insécurité par ici, il y a de l'insécurité de l'autre côté. Alors que au niveau de chefs des unités administratives, il y a des chefs des unités administratives qui font leur travail malgré en tout cas que les moyens soient limités. Et être militaire, en quoi on peut dire que la personne est analphabète? Moi, c'est ce raisonnement que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme je l'avais dit, il y a des profils qui ne correspondent pas, qui ne devraient pas être au niveau de l'administration territoire. Ça, c'est des exceptions. On pourrait les dénoncer. Aujourd'hui, à travers les dénonciations, on est en train de les relever. Alors, monsieur le général, pendant qu'on y est, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez certains gouverneurs, préfets ou sous-préfets accusés de créer ou sinon d'entretenir des conflits? Tout ce qu'on écoute, tout ce qui est vérifié, je crois que des mesures disciplinaires étaient prises. Je crois qu'au niveau du ministère, un certain nombre de décisions ne peuvent pas quand même être médiatisées et criées. Le scandale. Mais le problème, c'est quoi? S'il y a des dénonciations vérifiées, je crois que le ministère a toujours réagi. Et même le gouvernement a toujours réagi. Récemment, essayez de voir les conflits, par exemple, qui viennent d'arriver. Lorsqu'on a constaté qu'un certain nombre de chefs d'unité étaient défaillants, on a automatiquement procédé à leur remplacement. Mais le fait de rester et généraliser, c'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, on connaît là où il y a des difficultés. On pourrait, moi je serais d'accord lorsqu'on peut citer qu'à tel niveau, tel responsable est en train d'agir comme tel, et on pourrait, peut-être pourquoi le gouvernement n'agit pas, on pourrait comprendre. Mais aujourd'hui, malgré les défis, malgré les difficultés, le gouvernement est en train de faire ce qu'il pourrait faire à l'effet d'améliorer en tout cas les conditions de vie des citoyens. Est-ce que c'est vrai que certains prélèvent illégalement des amendes sur les citoyens, les administrés locaux? Mais est-ce que vous avez des preuves?
Je demande, est-ce que c'est vrai, monsieur le directeur général? Moi, je ne peux pas affirmer. C'est pas vrai pour vous? Je n'ai jamais écouté. S'il y a des preuves, le député il est là, il peut nous citer tel. C'est pas lui qui a dit non. La difficulté, en tout cas, moi je peux dire, je peux venir par là, la difficulté, surtout de notre société, on est toujours, très souvent, dans des préjugés, dans des clichés. On dit, si un tel est militaire, on va lui coller directement que non, qu'il est analphabète. Si on ne connaît pas le profil de la personne, on lui dit directement comme ça. En réalité, si un chef d'unité administrative il se comporte mal, la logique aurait voulu qu'on le dénonce. Qu'on le dénonce auprès de l'autorité qu'il a nommée, avec des preuves à l'appui, effectivement. Et l'administration a assez des oreilles. L'administration, c'est une machine, c'est toute une chaîne. On vérifie l'information, si c'est avéré, on prend les mesures qui s'imposent. Et si l'autorité est relevée, c'est déjà public. S'il y a des mesures conservatoires qui ont été prises, l'administration n'a pas besoin, en tout cas, de venir faire des polémiques. L'administration, elle travaille dans le silence. Elle fait qu'en tout cas, la paix, la sécurité puissent régner. Réaction de député Bernard Baïkou sur ça. C'est comme monsieur le directeur dit, ça prête à sourire, pour deux raisons. La première raison que je veux dire, c'est que lorsque vous nommez une personne médiocre à la tête d'une province, son entourage ensuite, c'est lui qui nomme son entourage. Donc un médiocre ne peut mettre autour de lui que des médiocres. Donc comment vous pouvez parler d'une chaîne qui va fonctionner si vous mettez la pièce... Je vous rectifie à ce niveau. Un préfet ne nomme pas, en tout cas, ce qui... Non, son entourage immédiat. Son entourage, il ne nomme pas. Il désigne des collaborateurs. Lesquels? Un gouverneur désigne ses collaborateurs. Lesquels, par exemple? Il désigne ses collaborateurs. Lesquels? Je ne sais pas, il a des secrétaires. C'est pourquoi j'ai dit, vous parlez toujours dans des généralités. Il a des secrétaires. Non, je parle de manière précise. Il a un secrétaire, il a un système de sécurité, c'est lui qui les désigne. Non. C'est pas vous. Non. Non, c'est pas vous. Attendez. Ce n'est pas vous qui les désignez. Ses collaborateurs directs, c'est qui? C'est le secrétaire général, il est nommé par décret, c'est un cadre. Oui. Vous voyez, il est DIRCAP. DIRCAP, c'est un cadre. Il est nommé par un décret. Oui. Chef de l'État. Exactement. Oui. Il est consulté pour ça. Donc si lui il est médiocre, son entourage ne peut pas être autrement. Il va être médiocre. Et de toute façon, si par accident, par extraordinaire, le secrétaire est une personne de qualité, de toute façon, il est chapeauté par un médiocre qui lui donne les ordres. Lui, il ne peut pas agir en dehors des ordres de ce médiocre. Donc, c'est la kakistocratie qui est entretenue dans tout ce pays. On le sait très bien. Quelle que soit votre qualité, si vous avez à votre tête quelqu'un qui ne vaut rien, et que vous ne pouvez pas agir en dehors de ces ordres, vous devenez, par une forme de contagion administrative ou politicienne, vous devenez médiocre comme lui parce que vous obéissez à ses ordres. Donc dire que c'est toute une chaîne qui va bien fonctionner lorsque la pièce maîtresse est médiocre, ça c'est faux. C'est archi faux. Deuxièmement, là où vous faites la promotion en permanence. C'est pas vous personnellement, bien sûr. Je ne vous accuse pas personnellement. Je parle du système. On assume. On représente ici l'État. Je parle de l'État. Voilà. Je vous comprends. Exactement. C'est de l'État que je parle. Vous récompensez en permanence les gens qui font mal. La preuve. Je vous donne 2 preuves simplement. Aujourd'hui, l'actuel ministre de la Sécurité, c'est quelqu'un qui a gouverné une province, le Moyen-Chari. Il a tenu des propos absolument irresponsables, archaïques et barbares là-bas, parce qu'il a interdit aux journalistes de parler de conflits communautaires. Il a menacé tout le monde sans tenir compte des textes de loi qui régissent cette République. Il l'a fait en tant que gouverneur. Et on l'a enlevé comme gouverneur. Il a disparu pendant quelques mois et pompeusement, c'est celui-là qui devient ministre de la Sécurité. Et la semaine dernière, bien sûr, conséquence logique, puisqu'il a été récompensé par rapport à ses premières bêtises, ce même type vient faire l'apologie de la peine de mort à haute voix. Jusqu'aujourd'hui, personne ne le touche. Personne ne le touche. Il est tranquillement à son poste parce que c'est quand même lui. Il n'est pas n'importe qui. Il dit ce qu'il veut au mépris de nos textes, au mépris du président de la République, au mépris de notre idéal républicain. Ce monsieur fait la promotion de la peine de mort. Il fait la promotion des exactions extrajudiciaires. Il le dit à haute voix. Et personne ne le touche. Deuxième exemple. Il n'y a pas longtemps, un gouverneur à l'extrême nord du pays a décidé
d'exiger que tous les véhicules qui circulent dans Kouroubougdi etc. soient immatriculés, parce qu'il n'est pas normal que dans un État, il y ait des voitures qui circulent sans immatriculation. Quelle a été la conséquence? C'est plutôt lui qu'on a enlevé. Parce qu'il n'a pas le droit de demander à des citoyens, qui sont des citoyens comme vous et moi, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ils sont des citoyens comme vous et moi. Il a demandé simplement que soit respectée une règle de la République, immatriculation des véhicules. C'est plutôt lui qu'on a enlevé. Parce qu'on estime qu'il y a un espace de l'État qui ne doit pas se soumettre aux lois de la République. Et vous pensez qu'un État comme ça n'est pas informel? Un État comme ça, il n'est pas informel? Il est quoi alors? On récompense les désobéissants. On chasse ceux qui veulent respecter la loi. On élève les gens qui crachent sur les textes. On rabaisse tous ceux et toutes celles qui veulent appliquer la rigueur des textes républicains. Et vous dites, vous êtes en train de dire que cet État-là n'est pas informel. Alors, je ne connais pas ce que c'est que l'informel alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez-y, très rapidement. Député, je voudrais vous rappeler qu'on est en train de discuter sur un sujet précis qui est l'administration du territoire. Oui, je parle de l'administration. Je crois que vous avez cité les uns et n'avez pas cité les autres. Vous avez cité un cas qui est précis. Oui. Je vais peut-être essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. Il serait facile de prendre les raccourcis, généraliser. Je ne prends pas de raccourcis. Oui, et je représente ici une institution. Oui. Que peut-être je ne pourrais pas tenir un certain nombre de langages pour ne pas nous écarter des débats. Je crois que le gouverneur que vous avez cité, c'est un cadre de l'État. Ce n'est pas parce qu'on parle arabe qu'on est analphabète, non. Attention. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça. Lorsqu'il était gouverneur, je crois qu'il n'a pas tenu des propos que vous êtes en train de vouloir trop polémiquer. Si. Et les déclarations récentes, moi je ne défends pas un individu, les déclarations récentes, il faut toujours citer les contextes. Vous êtes ici en Djamena par exemple, vous ne connaissez pas ce qui se passe au niveau des terrains. Parfois, on essaie simplement de généraliser comme ça, maquiller. Donc sur certains terrains, on ne doit pas appliquer la loi. Attendez s'il vous plaît. Il y a des terrains où on ne doit pas appliquer la loi. Parfois, vous utilisez subtilement des raccourcis pour essayer par exemple de même rendre formelle toute une république qui est vraiment bien organisée. Moi je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui au niveau de province un responsable, que ce soit militaire ou fonctionnaire, qui n'est pas du tout un cadre que vous pourrez remettre en cause en tout cas son profil, surtout au niveau de nos provinces. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et là, vous ne pouvez pas généraliser. Maintenant, pour les passés, comme je l'avais dit, les passés, c'est les passés. C'est une situation qui a été héritée avec ses imperfections. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous proposez même le passé en tant que parlementaire, nous qui sommes là, qu'on puisse vraiment améliorer. Même le passé depuis 2 semaines. Quand un ministre fait l'apologie des exactions extrajudiciaires, c'est le passé. Ça moi, je n'ai pas écouté. Vous n'avez pas écouté? Non, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu le ministre de la Sécurité parler d'exécuter des personnes qui sont... Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu? Je n'ai pas entendu. Ah ben formidable. Non. C'est bien. Peut-être que c'est pourquoi j'ai dit évitons très souvent les raccourcis. Vous allez me prêter vos casques après. Et surtout de personnaliser les débats et tout ça. Non. Quand on est une personne publique, on incarne une l'administration du territoire. Quand on est une personnalité publique, on incarne l'institution. Au niveau de l'administration du territoire, je crois que le ministère de la Sécurité publique fait son travail. Et c'est sous la responsabilité du chef des unités administratives. Un travail formidable. Voilà. Est-ce qu'il y a une procédure d'évaluation de performance de gouverneurs, préfets, sous-préfets? Est-ce qu'une procédure d'évaluation de performance existe aujourd'hui? Oui, je crois que sous la responsabilité du ministère de l'Administration du territoire, les chefs des unités administratives sont régulièrement évalués à l'effet, en tout cas, de juger de leur performance. Ça, je crois que c'est le quotidien de l'administration. Très bien. Vous l'avez dit, et moi je repose la question. Qu'est-ce que le conseiller Berambekou propose aujourd'hui? Quelles sont les propositions que vous mettez sur la table pour permettre une meilleure administration du territoire au Tchad? C'est une question qui est à la fois excellente et inutile. Elle est excellente dans le cadre de l'émission que nous tenons ici, mais elle est complètement inutile parce que nous sommes un État. Nous avons une prescription. Nos prescriptions, ce sont les textes. Les textes sont là. Mais vous avez affaire à des personnes qui veulent gouverner ce pays de manière informelle. Personne ne s'intéresse aux textes.
dans toute l'administration, l'appareil administratif tchadien, pas seulement l'administration du territoire dans ce cas-là, j'élargis un petit peu pour une parenthèse. Dans toutes les administrations, vous avez des syndicats qui sont en train de hurler pour exiger à l'État de suivre des désignations, des nominations selon les grades, selon les critères d'ancienneté, selon les qualifications, etc. Dans tout notre appareil administratif, vous avez ça. Parce que c'est une maladie congénitale de ce régime que de ne pas tenir compte des compétences, des mérites, des capacités, des grades, etc. On aime n'importe qui à n'importe quoi. Vous avez ce cas dans le corps des magistrats, vous avez dans l'administration territoriale, vous avez dans l'armée, vous l'avez dans la police, vous avez ça partout. Partout où votre appartenance politique, votre appartenance clanique, vos réseaux, je ne sais pas, mafieux, etc., l'emportent toujours sur les critères qui sont prescrits par nos textes pour une promotion, pour une nomination, pour une responsabilité. Personne ne respecte rien. On met tout dans le texte, on laisse dans le texte. Donc aujourd'hui, pour une bonne administration territoriale, comme je le dis, je répète encore, vous voulez faire du miel, commencez par élever des abeilles. Donc on veut bien administrer le territoire, il n'y a pas de la magie. Commençons simplement à désigner ces personnes, ces hommes et femmes que l'État a formés à ses propres frais à l'École nationale d'administration. Qu'on les mette à leur poste. S'ils font mal, on va en parler après. C'est pas difficile, ça. Ça n'est pas difficile. Je ne comprends pas pourquoi un État entier a des difficultés à penser à quelque chose d'aussi banal que ça. Vous voulez marcher, il faut d'abord vous lever, simplement. Donc, vous voulez administrer le territoire, mais on a formé des administrateurs de territoire. Vous voulez enseigner des enfants, vous mettez à l'école des enseignants devant les élèves. Est-ce que c'est difficile? Vous voulez manger, c'est à des cuisiniers que vous demandez. Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Pourquoi un État entier, après plus de 30 ans, n'arrive pas à penser quelque chose d'aussi banal que ça? Quelque chose d'aussi banal, quelque chose de simple. C'est nous-mêmes qui avons construit l'École nationale d'administration. C'est l'État qui met son argent là-dedans pour former ces femmes et ces hommes qui sortent d'année en année. Même cette année, on a des cadets qui viennent de sortir. Ils sont là. Mais utilisons-les. Ensuite, s'ils font mal, on verra. Pourquoi vous ne prenez jamais des fabricants de briques au bord du Chari pour les amener à la guerre? Quand il y a la guerre, vous amenez les soldats. Aujourd'hui, si nous avons 0 mm² de notre terre qui soit occupé par des terroristes de Boko Haram qui font des malheurs ailleurs, 100% de notre territoire est libre. C'est parce que nous avons des soldats qui ont fait ça. C'est parce qu'on les a mis à leur place. Ils sont soldats, c'est ça leur boulot. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Vous voulez administrer le territoire, vous avez des administrateurs territoriaux. Pourquoi vous ne les utilisez pas? S'il faut administrer le territoire, pourquoi vous ne les utilisez pas? Je crois qu'on vous a posé une question pour peut-être... Oui, je réponds à cette question. Pour proposer des solutions. La solution, elle est simple. Il n'y a même pas besoin de proposer des solutions. Utilisez une rhétorique où il faut vraiment tout remettre en cause. Utilisez les administrateurs. Vous voulez une chose et le contraire. Vous-même, vous allez proposer. Vous-même, vous allez dire vos propositions sont inutiles et tout ça. Utilisez les administrateurs. Je vais peut-être... Utilisez les administrateurs. Porter à votre connaissance. Monsieur le directeur, je crois que utilisez les administrateurs. Dites ça à votre ministre. Si c'est pas magique, je vous rappelle que... Utilisez les administrateurs. Simplement. Je vous rappelle que on parle ici en termes des institutions. Vous voyez, nous qui sommes ici, on va passer, lui il va passer, on va toujours hériter des réformes. Maintenant, il faut les engager. On ne dit pas que le système qui est en place est parfait. Non, on ne le dit pas. Il y a des difficultés, nous sommes conscients. Comme je l'avais dit, il est en perspective de mettre en place d'abord un corps de l'administration du territoire. Ça, je crois que c'est une excellente initiative, c'est une excellente réforme. Ça va prendre 100 ans. Ça va prendre 100 ans. Ne soyez pas... Un État, c'est un processus. Oui. Les réformes s'inscrivent toujours dans la durée. Mais ça ne peut pas être un processus vers le recul. Depuis 2 ans, de mon point de vue, depuis 2 ans, des efforts très importants ont été fournis. Aujourd'hui, moi qui vous parle, comme je l'avais dit, je suis un anarque.
Je suis un cadre du ministère. Heureusement. Oui. Depuis 10 ans, aujourd'hui, au niveau central, il y a la plupart des énarques qui ont été nommés. Au niveau des services, il y en a. Mais au niveau de l'administration territoriale, comme je l'avais dit, c'est un processus aujourd'hui. Des missions sont aujourd'hui sur le terrain. Le jour, à cette heure que je vous parle, il y a des missions qui sont au niveau du terrain pour essayer de recenser les profils de tous les administrateurs, à l'effet en tout cas de venir s'asseoir, essayer de regarder ces profils et par la suite, le gouvernement procédera à des changements de manière générale. Là, je crois que c'est un processus qui va arriver. Et maintenant, lorsque vous insistez en disant que non, on va les faire, mais vous n'allez pas faire et tout ça, moi je pense qu'un État, c'est vraiment quelque chose de trop sérieux. Ce n'est pas aujourd'hui, par exemple, en Yémen, ici, dans cet studio, que nous allons, par exemple, parler et les choses, d'un coup de baguette magique, les choses vont changer. C'est un processus. Et depuis le début, en tout cas, de la Ve République, je vous assure qu'il y a des changements. Même si pour le moment, les résultats ne sont pas visibles. Peut-être vous, en tant que parlementaire, vous allez être amené à les découvrir, la situation va changer. Mais pour le moment, œuvrons, vous, nous, pour que, en tout cas, la stabilité ait lieu. Pour que, en tout cas, les conflits communautaires qui sont parfois provoqués au niveau de Yémen ici soient minimisés. Pour que, en tout cas, la paix soit durable. Pour qu'ensemble, on essaye de rectifier. Vous avez tout à l'heure parlé du corps, par exemple, des médecins, il y a un problème, le corps des magistrats, il y a un problème. Un peu partout, on a des problèmes. Donc maintenant, il faut essayer de régler et avancer. C'est tout ce que nous, au niveau du ministère, je crois, on est en train de faire. On est en train de s'inscrire dans cette durée. Le volet formation est pris en compte. Les volets, même les administrations territoires dont tout à l'heure M. Beral est en train de parler, c'est qu'il ignore. L'ENA ne forme pas, par exemple, tous les énarques formés à l'ENA ne sont pas forcément destinés, par exemple, au commandement du territoire. Il y a des corps. Par exemple, moi, ma promotion, administration générale, on était au nombre de 85. 10 seulement ont été affectés au niveau du ministère de l'administration territoire. Il y a des administrations territoriales qui sont au nombre de 32 ont été formées. Et cette année, on a émis, en tant que ministère de besoin au niveau de l'ENA, un certain nombre de personnes pour qu'on puisse les former. Et les énarques qui sont aujourd'hui à la disposition du ministère, même si on les utilise à 100%, ça ne pourrait même pas couvrir une province. Pas de et nous allons commencer. Utilisez-les d'abord. Nous allons commencer. Utilisez-les d'abord. Et on va compléter ensuite. Ça, c'est un argumentaire qui est complètement foireux. Utilisez-les d'abord. Non, on va les utiliser. On va en parler. Soyez rassurés. Aujourd'hui, par exemple, sur les énarques qui sont disponibles, aujourd'hui, plus de 15% sont déjà utilisés au niveau des services. 15%. Plus de 15% sont déjà utilisés. Vous êtes fiers de ça. 85 ne servent à rien. Il faut d'abord commencer toujours. Il faut d'abord commencer. Ça, c'est vous voyez, rigolo. le nombre. Il faut d'abord prendre le nombre. Aujourd'hui, par exemple, les énarques qui sont à la disposition du ministère, ils sont au nombre de 130 quelques. Vous voyez. Aujourd'hui, les énarques qui sont à la disposition du ministère de l'administration du territoire, sont sous les arbres, attendez, sont au nombre de 100 quelques. Combien sont sous les arbres, si demain, les changements sortent et que ces gens ne sont pas utilisés, nous allons peut-être revenir sur le même plateau et nous allons essayer de discuter. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Monsieur le directeur, pendant qu'on y est avec vous, on vous donne la parole pour dire votre mot de fin. Nous sommes à la fin. Moi, en tout cas, ce que je veux dire, l'administration du territoire fonctionne relativement bien, malgré les difficultés évidentes et malgré en tout cas les contextes sécuritaires que les uns et les autres, notamment Beral, qui remettent tout le temps en cause. Je crois qu'il y a des chefs d'unité administrative qui font un travail de l'ombre. Un travail de l'ombre. Et c'est ainsi que la sécurité des personnes et des biens est vraiment assurée. Merci. Merci, monsieur le directeur. On donne aussi la parole au député Beral de dire son mot de fond. Je voudrais dire avec un grand pincement au cœur que notre territoire n'est certainement pas, simplement pas administré. Nous sommes dans un état informel, comme je l'ai dit, et c'est permanent. Monsieur le directeur me dira qu'on n'est pas dans le sujet, mais nous sommes quand même dans un pays où le président de la République, élu, assermenté, est aujourd'hui anticonstitutionnellement, en même temps président d'un parti. Ce qu'a interdit la Constitution. Ils ont foulé ça au pied. Il est président du MPS pendant que la Constitution lui interdit. Et le pays fonctionne dans cette même image. On écrit tout, après on s'en fout. On n'en fait rien. Faux discours, fausses promesses, de faux lendemains, fausse attitude, fausse administration. Nous sommes malheureusement un pays où une seule chose est vraie. La seule chose vraie dans ce pays, c'est le faux. Voilà.
Merci, merci député Béran Baïkoubou. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de répondre à nos questions. Merci aussi au directeur général de l'administration du territoire, monsieur Ali Sougour Diko. Merci d'avoir accepté de venir ici et de répondre à nos questions. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir. Vous nous avez fait des analyses par rapport à l'administration du territoire. Nos téléspectateurs vous ont suivi de bout en bout, nos auditeurs et les internautes vous ont suivi de bout en bout. On espère vraiment que les choses changent pour que notre pays se porte mieux et que l'administration territoriale du Tchad se porte mieux. On se sépare donc ici, chers téléspectateurs, chers auditeurs et chers internautes. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien et très bon suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.